Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Plein Feu. Ce soir, nous allons parler de la situation des droits de l'homme en Mauritanie. Les droits de l'homme sont une notion selon laquelle tout être humain possède des droits universels, inaliénables, quel que soit le droit en vigueur dans l'État ou groupe d'États où il se trouve, quelles que soient les coutumes au niveau local liées à l'ethnie, à la nationalité ou à la religion. La philosophie des droits de l'homme considère que l'être humain, de par son appartenance à l'espèce humaine, dispose de droits inhérents à sa personne, inaliénables et sacrés. Ces droits sont opposables, en toutes circonstances, à la société et au pouvoir. L'existence des droits de l'homme, leur contenu, leur validité sont des sujets permanents de débats philosophiques ou politiques. Les droits de l'homme impliquent à la fois des droits et des obligations. Le droit international impose aux États l'obligation et le devoir de respecter, protéger et instaurer les droits de l'homme. En faisant preuve d'indifférence sur leurs propres problèmes dans ce domaine, les Occidentaux font chaque année des rapports sur les droits de l'homme pour critiquer et même dénaturer des problèmes, entre guillemets, dans plus de 190 autres pays, ce qui peut être considéré purement et simplement par certains comme étant une politique de deux poids, deux mesures. Les États-Unis, par exemple, sont les plus grands violateurs au monde des droits de l'homme des personnes non américaines et ont été condamnés pour espionnage massif et torture de prisonniers à l'échelle internationale. Les progrès accomplis par notre pays dans le domaine des droits de l'homme, par exemple l'amélioration de la justice sociale, de la justice dans son ensemble et de la liberté d'expression, ces progrès en matière de droits de l'homme peuvent être constatés par tout observateur raisonnable et dénué de préjugés. Cependant, notre pays reste un pays en voie de développement qui doit résoudre des problèmes évidents liés à un développement déséquilibré, non coordonné et non durable. Donc pour débattre de ce sujet, j'ai invité pour vous M. Dia Alassane, qui est maître de conférence à l'Université de Nouakchott et président de Touche pas à ma nationalité. Bonsoir, M. Dia. Bonsoir, Ahmed, et bonsoir aux téléspectateurs. Et Mme Irabia Mtabledoud, présidente de la Commission nationale des droits de l'homme. Bonsoir. Bonsoir. Voilà donc... bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir. Merci. Donc, je vais commencer par la droite. On commence par la droite. Donc, bon, vous êtes connu pour être un militant des droits de l'homme. Comment vous vous présentiez-vous par rapport à ce domaine? Comment je me présente? Je me présente comme un militant, comme vous l'avez dit, un militant des droits de l'homme, engagé par la force des choses. Je n'étais pas naturellement prédestiné à militer pour les droits de l'homme, mais c'est la situation du pays qui fait que je n'ai pu échapper à cet engagement-là. Alors, pour en venir à la situation des droits de l'homme dans le pays aujourd'hui, je dois dire qu'elle n'est pas vraiment reluisante, et c'est un euphémisme pour moi. Nous assistons en cette période précise, l'actualité nous le dit, à un raidissement des autorités par rapport aux libertés de manière générale. Il y a moins de 2 semaines, je crois, il y a eu le procès retentissant de Rosso par rapport aux militants anti-esclavagistes, auquel on a reproché, selon en tout cas les termes officiels, une rébellion non armée contre l'autorité de l'État. Mais évidemment, tout le monde sait, c'est connu de tous, que ces gens-là, on n'avait rien à leur reprocher. Tout ce qu'on a à leur reprocher, c'est d'avoir en fait mobilisé les gens, d'avoir sensibilisé les gens sur leurs droits par rapport à leurs terres. Je peux encore aller un peu plus loin. Au mois d'avril, le mouvement que je préside, Touche pas à ma nationalité, a organisé une marche, droit inaliénable, consacrée par la Constitution, une marche pour commémorer les fameux événements de 1989. Cette marche a été évidemment réprimée avec la violence habituelle de nos forces de l'ordre. Un peu après, c'était au tour de la marche des rapatriés rentrés du Sénégal, donc ceux qui ont été ramenés, les 24 000 qui ont été ramenés. Une association donc des rapatriés avait organisé une marche pour sensibiliser les Mauritaniens. Marche qui part de Bogué. Voilà, une marche partie de Bogué jusqu'à Nouakchott, et on a vu évidemment comment la marche a été accueillie. Donc c'est dire que la situation des droits de l'homme n'est pas véritablement reluisante en ce moment dans le pays. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est véritablement un euphémisme quand je dis qu'elle n'est pas reluisante, pour ne pas dire plus.
Indépendamment de cela, il y a aussi les libertés individuelles, les libertés d'expression qui sont aujourd'hui véritablement en danger. La dernière loi relative à ce que l'on appelle la cybercriminalité est une loi en fait qui tend simplement, liberticide on va dire, qui tend en fait à brimer les gens par rapport à leur liberté de parole. Donc ok, on va revenir parce qu'on va en parler. Donc Madame la Présidente, donc selon vous en fait, vous avez très bien entendu M. Dia parler de la situation actuelle, la situation générale des droits de l'homme en Mauritanie. En fait, quelle est la situation aujourd'hui selon vous, Madame la Présidente? Permettez-moi d'abord, Monsieur Dia, que j'ai l'honneur de rencontrer pour la première fois ce soir, de vous rappeler simplement un petit florilège de vos déclarations. Alors, ce que vous dites à propos de la Mauritanie, je ne fais que lire. Hein. Oui. Jamais dans l'histoire de la Mauritanie, nous n'avons connu pareil apartheid, la Mauritanie étant gouvernée par un système raciste et esclavagiste dont nous dénonçons la barbarie. Je continue en ce qui concerne les magistrats. Vous dites, j'ai honte pour mon pays, pris en otage par des obscurantistes à la solde du pouvoir raciste et esclavagiste. À propos des imams de Mauritanie, vous dites, les imams sont des barbus hypocrites. Permettez-moi, s'il vous plaît, de finir très rapidement. L'état civil. J'atteste qu'on refuse l'identité mauritanienne aux Noirs de Mauritanie et nous décidons de tenir des sit-ins tous les jours devant le siège de l'état civil. Mais il parle de quelle Mauritanie là? Cette Excusez-moi, Mauritanie actuelle ou la Mauritanie je ne fais que lire les oui. déclarations de monsieur. Permettez-moi de continuer, s'il vous plaît, à propos de l'armée nationale. Nos forces armées sont une parodie avec un caractère communautaro-raciste d'une armée à la solde du régime raciste et esclavagiste. ETPMN se réserve le droit de combat, avec la dernière énergie, ces pratiques éhontées de cette armée raciste, et on appelle à ses militants sympathisants et à tous les patriotes sincères pour rester vigilants et mobilisés. Et alors, attendez, excusez-moi, c'est important pour moi. Attendez, je continue s'il vous plaît. Oui, oui. À propos des manifestations que vous venez d'évoquer, nous n'avons pas à demander d'autorisation pour une manifestation. C'est notre droit le plus absolu des manifestations comme nous l'entendons. Nous sommes libres de nous associer, nous ne sommes pas soumis aux règles et aux lois de ces régimes obscurantistes. Et enfin, je termine, c'est le contrat fondateur de la nation qu'il faut remettre sur la table. Et TPMN en appelle à l'engagement et à la mobilisation de tous ces militants afin de combattre ces régimes racistes et esclavagistes, toujours la même rengaine évidemment, jusqu'à sa déconstruction totale et par tous les moyens. Oui, mais alors permettez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Allez-y, madame la présidente, mais là vous revenez, attendez. Attendez. Mais il vient de dire, nous sommes dans un système... Non, mais écoutez, je viens de vous entendre, vous dites militant des droits de l'homme, professeur à l'université que je sache. Est-ce que vous pensez que ce sont des propos dignes d'un militant des droits de l'homme qui prend la violence, la haine et la division raciale? Mais c'est ce que vous attendez, dites. Excusez-moi. Mais c'est vous qui le dites, madame la présidente. Attendez, vos propos dénotent d'un racisme primaire, à fleur de peau. Et permettez-moi de vous dire que le racisme, ce n'est pas une opinion, c'est un délit grave. Permettez-moi également simplement de vous citer dans le cadre de cette loi, que vous ne voulez absolument pas approcher. Lorsque vous parlez ainsi, il y a un caractère de délit dans tout ce que vous dites. Vous vous adonnez sans vergogne et publiquement aux injures à la diffamation, l'outrage à magistrat. Attendez, excusez-moi. Mais quelle injure? Mais je viens de le lire. Écoutez, je vous prends à témoin, les téléspectateurs, excusez-moi, professeur. Incitation à la haine raciale et à la violence, menace verbale et écrite, excusez-moi Ahmed, manifestation non autorisée, révolte, violation flagrante continue et répétée de l'ordre public. Et en tant que récidiviste, parce que vous êtes un récidiviste absolument, je pèse mes mots, votre délit est aggravé, ce qui constitue une infraction continue et une situation de flagrante. Alors, rien que pour ça, ce que vous ne savez pas, c'est que là, vous n'êtes pas sur la Lune. Vous êtes en Mauritanie, et le droit mauritanien dit que rien que pour ceci, vous pouvez écoper. Si la justice de ce pays ne voulait pas être aussi clémente dans cet état de droit, que vous ne voulez pas reconnaître, vous devez écoper, et je pèse mes mots, entre 6 mois et 5 ans. Alors, pour les secondes, pour tout ce qui est caractère lié à l'armée et à la sécurité... Vous avez assez parlé. Excusez-moi, vous allez parler. Entre 5 ans et 20 ans. Excusez-moi, M. Dia, je vais poser une question. Je suis désolé, professeur.
Excusez-moi, Madame la Présidente. Qu'est-ce que vous enseignez à nos enfants? Je vous pose la question. Qu'enseignez-vous à nos enfants dans le département des langues nationales et de l'industrie française? Madame la Présidente, il va répondre. Excusez-moi, M. Dia. Je leur enseigne à aimer la Mauritanie, mais pas la Mauritanie que nous vivons aujourd'hui. Parce que cette Mauritanie-là, elle est, excusez-moi, comme je l'ai dit, je ne recuse rien. Je vous redonne la parole. À moins que je vous redonne la parole tout de suite. Madame la Présidente, excusez-moi. Il y a une chose. Il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas comment expliquer ça, mais ce qu'on appelle white blower en anglais, ça veut dire le lanceur, en fait, le donneur d'alerte. Il y a quelqu'un qui donne une alerte. Ça veut dire toute personne qui est soucieuse, qui tire la sonnette d'alarme afin de faire cesser des agissements pouvant représenter un risque national ou un risque pour autrui. En fait, c'est un lanceur d'alerte. Les militants des droits de l'homme, ils sont appelés, les intellectuels de ce pays, ils sont appelés à jouer ce rôle. Donc, c'est vrai que c'est une conception dominante qui consiste mais on le fait pas, en dénonciateur. Excusez-moi, non, excusez-moi. Je vous en prie. Il y a un dénonciateur légal. Quand on dit légal, ça veut dire qu'il n'est pas reconnu, comme légitime, il est reconnu en fait comme légitime. Excusez-moi, il faut que je lui pose la question. Vous allez répondre, prenez note, mais il faut que je lui pose la question. Ces gens sont appelés à dénoncer ce qui se passe. Parce qu'un intellectuel qui ne dénonce pas ce qui se passe, il ne joue pas son rôle. Donc les pouvoirs publics entendent réprimer quelque chose ou risque auquel souhaitent mettre fin, parce qu'un intellectuel, il souhaite mettre fin à telle ou telle pratique qu'il trouve dangereuse. Et donc tous les intellectuels de ce pays doivent être des militants des droits de l'homme. C'est vrai que la domination de l'ancien droit peut potentiellement bénéficier, on doit faire attention, parce que la variation la plus radicale n'est jamais trop loin de la désobéissance civile. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit se tenir les bras croisés et ne pas mettre le doigt sur ce qui fait mal. Elle doit répondre. Elle répond à ma question. Non, vous avez assez parlé. Elle répond à ma question, Dia. Elle répond. Non, répondez à ma question, Madame la Présidente. Répondez à ma question. Je vous réponds, Ahmed. Des intellectuels qui se battent, on ne peut pas les dire vous êtes ceci, vous êtes cela. C'est normal. Ça fait mal. Les donneurs d'alerte, oui, ce sont les défenseurs des droits de l'homme. Oui, justement. Ce sont les organisations de la société civile. Ce sont les syndicats. Mais ils ne prennent pas la violence. Ils ne prennent pas la haine raciale. Sortez-moi une seule ligne où nous prenons la violence. Mais la désobéissance sortez-moi une seule ligne. C'est pas loin de la désobéissance. Je suis tout à fait d'accord que c'est pas loin de la désobéissance civile, mais ce n'est pas du tout la désobéissance civile. Il faut se battre. Vous, moi, lui, tout le monde. Vous savez quand. Mais absolument, la question de l'identité, la question des droits de l'homme, c'est l'affaire de tous. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Justement. Ce que vous prenez, c'est la haine et ça et vous transgressez toutes les lois. Dites-moi simplement. Dans quel pays au monde vous pensez que la Mauritanie... Citez-moi un seul passage où je prône la haine. Il n'a pas prôné la désobéissance civile, là. Allez-y, Madame la Présidente. Vous allez me laisser parler. Non, mais vous allez parler. Vous allez me laisser parler, s'il vous plaît. La différence. Vous allez me laisser parler, madame. Vous allez simplement, il suffit simplement d'aller sur votre page. Comment être donneur, comment donneur. Alors, de cliquer votre nom sur l'internet et pour voir ce que vous dites. Et franchement, moi, tout ceci... Mais comment être lanceur d'alerte? Comment être un lanceur d'alerte dans ce pays? Comment voulez-vous? Je vais vous donner la parole. Il faut que je parle. Je vous donne la parole. Je ne faut pas que je me mette là à être chargé par elle. Vous avez le temps, mais je veux que vous me faites la définition claire. Comment on peut être un donneur ou un lanceur d'alerte dans ce pays sans qu'on ne traite de ceci ou de cela? Comment? Faites-nous la différence. Donnez-nous la différence. Un lanceur d'alerte, c'est une personne qui se préoccupe de la situation des droits de l'homme, qui dénonce, mais tout en respectant les lois de la République, tout en ne prenant pas la violence, tout en ne prenant pas la haine raciale. Parce que ça, ce sont des choses extrêmement graves. Vous voulez qu'on se taise, c'est ça? C'est plus grave. Moi, j'ai très peur. J'ai très peur pour nos enfants. Moi, je vous défie. Je vous défie de sortir. Je vous défie de sortir. Madame, je vais donner la parole à M. Dia. Nous prenons la violence. Une seule ligne. Allez-y. Ce que nous avons dit est très clair. Nous avons dit que la Mauritanie est structurellement malade. Elle l'est depuis le début. Je vous cite le président Mokhtar Ould Daddah à l'indépendance. Quand la Mauritanie a acquis son indépendance, il a parlé de la réhabilitation du Mauritanien, c'est-à-dire d'un Mauritanien nouveau, débarrassé de la colonisation. Et cette réhabilitation, dit-il, je peux vous citer le passage que j'ai ici noté. Alors, que dit-il? Il dit la concrétisation du renouveau culturel que le Parti du peuple mauritanien s'est assigné est devenue une nécessité impérieuse. La répersonnalisation de l'homme mauritanien doit reposer sur l'indépendance culturelle, elle-même fondée sur la réhabilitation de la langue arabe, qui est la langue de culture et de religion de notre peuple. C'est là que commence le premier déni de ce pays. Oui, parce qu'en fait, on a commencé par nier l'autre.
on a voulu simplement voir un seul côté de la Mauritanie. Moi, ce que je fais, comme je le disais tout à l'heure, je suis un enseignant. Rien ne me prédestinait à devenir militant des droits de l'homme. C'est la situation du pays qui m'a obligé à le faire. Parce qu'en fait, ce pays, comme je l'ai dit, est structurellement malade. Il y a deux catégories de citoyens dans ce pays, qu'on le veuille ou non, c'est la vérité du terrain. Il y a des citoyens négro-mauritaniens qui sont considérés de manière générale comme des citoyens de seconde zone. Considérés par qui? Considérés par le système qui régit la vie du pays. Non, mais on va prendre. Ce système que j'ai toujours qualifié de raciste et d'esclavagiste. Oui, mais. Permettez-moi de lui répondre. Vous allez répondre. Mais je vous défie simplement. On prend l'historique de la Mauritanie. S'il vous plaît, je vous en prie. J'en suis à l'historique. Je vous dis que le pays est structurellement malade depuis le début. Parce que si on veut réhabiliter la personne mauritanienne, si on veut recréer la personnalité du Mauritanien à travers simplement une seule culture, c'est qu'on ignore les autres. Est-ce que vous êtes en train de dire? D'accord. Ça, c'est une chose. Non, mais on continue, mais il faut qu'on continue. Je suis avec vous dans le débat. Je termine. Moi, je la mets simplement au défi de me sortir une ligne où je prône la violence. On n'est pas Moi, encore là. dans tous mes écrits, je dis que tous ceux qui sont épris de la Mauritanie, tous ceux qui aiment la Mauritanie, mais ils sont pas tous négro-africains. Non, ils ne sont pas négro-africains. Je demande à ce que tous ceux qui aiment la Mauritanie se battent justement pour débarrasser le pays de cette maladie structurelle. Et je veux avec toi. Et quand je dis je suis avec lui parce que le contrat. Je suis avec lui parce je veux qu'on nous dise. Je termine juste, s'il vous plaît, je termine juste. Et quand je dis que le contrat fondateur de ce pays doit être refondé, qu'il doit être refait, c'est simplement en me basant sur une chose très simple. Parce que le pays, en principe, c'est deux composantes majeures, n'est-ce pas? C'est deux composantes. Non, ce n'est pas deux composantes majeures, c'est quatre composantes. Quatre composantes ou même plus, non, si vous en venez au détail. Sur la Constitution, c'est quatre composantes. Quand je dis deux composantes majeures, je parle simplement des négro-mauritaniens d'un côté et de ceux qu'on appelle les arabo-berbères de l'autre. Vous tirez ça, ça veut dire quoi ça? Malheureusement, Ahmed, il faut reconnaître que la politique du pays est malheureusement basée sur cela. Je suis désolé, Oui, c'est peut-être votre sentiment. Et quand je dis donc que le contrat fondateur du pays doit être revu, c'est que le 28 novembre, qui doit être la date, qui doit nous réunir tous autour d'un idéal, l'idéal de la Mauritanie que nous aimons tous, cette date-là, elle est à jamais souillée depuis le 28 novembre 1990. C'est malheureux, c'est une réalité. On a assassiné 28 négro-mauritaniens simplement parce que on ne voulait pas d'eux, on ne veut pas d'eux, et ça c'est quelque chose de vérifiable qu'on ne peut pas nier. Donc si la date qui symbolise l'unité du pays elle-même, cette date-là n'est plus valable, cette date-là ne joue plus le rôle qu'elle devait jouer, elle n'est plus le symbole qu'elle devait représenter, évidemment, le contrat est à refaire. Le contrat est à refaire. Monsieur Dia, vous allez me permettre, vous allez me permettre de vous poser des questions. Oui. Quand vous parlez de l'historique de la Mauritanie, écoutez, la problématique des droits de l'homme n'était pas au centre des préoccupations nationales pendant l'indépendance. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Tous les institutions du pays vous le disent. On vient de prendre l'indépendance le 28 novembre 1960. Ce n'était certainement pas la problématique des droits de l'homme qui était une priorité. Mais au passif du premier régime mauritanien, je suis le parti unique, les arrestations contre les opposants et les ressortissants du Nord, qui sont des morts. Quand il y avait la guerre contre le Polisario, contre la guerre du Sahara, les morts du Nord étaient emprisonnés ici. Il y a eu la répression sanglante, la grève des mineurs à Zverat. Il n'y a pas eu que... Il y a eu 1966, je suis d'accord avec vous, mais il n'y a pas eu que ça. Ça veut dire que l'oppression a toujours touché toute la Mauritanie. Et je pèse mes mots. Le fait d'en faire, non, mais c'est important. C'est important. Ça, je vous place. Juste, on est au temps de Ouldada. On va faire encore l'historique de je vous dis. La présidente, je vais vous donner la parole. Je n'ai jamais nié. Je n'ai jamais nié que l'oppression a touché toutes les composantes du pays. Mais vous n'avez pas... Non, mais vous avez parlé. Là, je parle de la politique fondatrice de l'État. Quand vous parlez de la violation des droits de l'homme sous les premiers régimes militaires, le lieutenant-colonel Mohamed Khaouli Dala, procès dans la ville de Rosso contre le Hur, condamnation à la prison contre les fondateurs du mouvement Al-Hur, ce n'est pas les négro-mauritaniens. Quand les mouvements basistes sévèrement réprimés, ce ne sont pas les négro-mauritaniens. Il y a des arrestations ou des tortures, ce ne sont tous les opposants. Nous n'en sommes pas là. Donc ne parlez pas que dans ce côté. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi, je vous parle. Je vous ai laissé la parole, vous me dites. Non. S'il vous plaît, je vais juste terminer. Je vais juste terminer. En fait, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que l'oppression n'a pas touché toutes les composantes de la Mauritanie. L'oppression a touché toutes les composantes de la Mauritanie, mais on ne peut pas mettre... Les officiers sont passés par les armes le 16 mars 81. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
on dit qu'ils ne sont pas noirs. C'est pas normal quand même. Excusez-moi, c'est pas des poids de mesure. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas noirs. Non, mais vous avez parlé des 28 négros. J'ai parlé des 28 négros mauritaniens. Je suis d'accord avec vous, c'est triste. Non, et il faut le dire. Ça n'est pas que triste. Et il faut le dire, c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux pour le pays. Excusez-moi. Et si nous en sommes encore aujourd'hui là, c'est parce que nous sommes dans le déni. Permettez, monsieur Dia. On vous a entendu. Oui, allez-y, permettez, monsieur Dia, que je vous dise quelque chose. En tant que mère, en tant que maman des enfants qui sont à l'université, permettez-moi de vous dire que je suis extrêmement surprise que vous parlez des langues nationales, que vous parlez des négros mauritaniens, car vous-même, vous qui êtes professeur à l'Institut des langues nationales, que faites-vous pour la promotion des langues nationales? On ne parle pas de monsieur Dia. Écoutez, excusez-moi. Mais si, parce qu'en tant que défenseur des droits de l'homme, ce que vous prenez, monsieur Dia, c'est une partition de la Mauritanie. Ce que vous prenez, c'est une dualité entre vous dites un bloc noir de côté, blanc de côté. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je ne me sens ni noir ni blanc. Moi, j'ai des racines profondes dans le Fouta. Parce que ma grand-mère est Fatimata Hamad. Alors, c'est la Mauritanie. Mais écoutez, excusez-moi, donc je suis très fière. Mais je n'ai jamais été raciste. La Mauritanie, elle est plurielle. La Mauritanie, c'est un bloc. Nous sommes formés parce que nous avons d'abord l'amour de la patrie et nous avons le respect de la loi de la République. Permettez-moi de vous demander, vous-même en tant que professeur, vous avez 6 étudiants, parce que je me suis intéressée à vous. Je n'ai pas 6 étudiants. Je suis désolé. Ce sont les statistiques de l'université. Vous avez 6 étudiants sur la première année de licence. Vous êtes mal renseigné. Écoutez-moi, le plus grave, je vais vous le dire, parce que même dans les examens, vous parlez de cette Mauritanie qu'on doit diviser. Vous parlez de la partition. Vous l'avez fait l'année dernière au S6, en classe de licence. Citez-moi le sujet en question. Absolument. Que vous inspire la Mauritanie qui est raciste, esclavagiste? Parce que c'est ça que vous dites toujours. Et tous les colloques de l'université. Non. Avant que vous continuez, avant de continuer. On parle de la situation générale des droits de l'homme en Mauritanie, pas de M. Dia. La situation générale de la Mauritanie, elle se porte très bien. Sortez cette preuve dont vous parlez. Quand vous prenez la responsabilité de dire devant tous les téléspectateurs que vous inspire la Mauritanie, cette Mauritanie que vous inspire-t-elle? Lorsque toute l'année vous parlez de la Mauritanie qui est raciste, esclavagiste, du système esclavagiste. C'est ce qu'il croit, il le dit. Mais ça, c'est dans quel cours? C'est dans quel cours? Vous étiez là? Vous étiez là, vous avez le preuve? Sortez-moi le preuve. Je vous mets au défi de sortir le preuve. Pourquoi vous arrêtez? Voilà, excusez-moi, vous allez écouter. Je vous mets au défi de sortir le preuve. Pourquoi c'est des accusations gratuites? C'est pas des accusations, vous venez de dire que la Mauritanie est inégalitaire. Vous ne cachez pas ça? Non. Pourquoi vous le cachez? Attendez. Il ne le cache pas. La Mauritanie, pour lui, il est inégalitaire. Il ne le cache pas. Il se bat bien pour ça. Et alors? Et vous auriez dit, vous cachez, ne pas le dire. Pourquoi? Si la Mauritanie est égalitaire, pourquoi ne pas le dire? Non, ce n'est pas ça qui donc, montrez-nous qu'elle est égalitaire. Il est extrêmement, je suis désolée, en tant que professeur, il y a de quoi avoir de la haine. Madame la Présidente. Il y a de quoi avoir de la haine pour une personne comme vous, je suis désolée. Madame la Présidente. Si vous avez de la haine, c'est libre à vous. Libre à vous d'avoir de la haine. Moi, je sais que je n'ai pas de la haine et que j'ai toujours appelé pour une Mauritanie une et plurielle. Mais cette Mauritanie, elle passe par l'égalité. La Mauritanie est structurellement malade. Il faut mettre les gens sur le même pied d'égalité. Il y a des citoyens qui sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Mais qui sont les citoyens de seconde zone? Les citoyens de seconde zone. Justement, c'est là où les citoyens de seconde zone sont ceux qui n'arrivent pas. Excusez-moi, ça chauffe trop là. Montrez-nous, lui, il pense, il le dit, il a démontré que la Mauritanie est égalitaire. Il ne cache pas le fait de dire que la Mauritanie est égalitaire. Il n'est pas. On ne parle pas d'inégalité. On ne parle pas des inégalités. Non, mais je suis d'accord. Vous parlez d'autre chose. Ça n'a rien à voir avec les inégalités. Montrez-nous que l'égalité. J'assume pleinement quand je dis que la Mauritanie est dominée par un système qui se base sur l'exclusion raciale et sur l'esclavagisme. Ça, je l'assume. Eh bien, le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil constitutionnel vont apprécier ce que vous leur dites. Je le crie sur tous les toits. Franchement, mais de là à aller dire, obligé de revenir, à aller inventer des sujets que moi j'aurais donnés à l'université, vous faites ce que vous voulez. Je vous mets au défi de et alors, mais vous faites ce que vous voulez alors. Non, mais je la mets au défi de sortir ce sujet simplement. Excusez-moi, mais quand on revient, quand vous parlez que ce système, le système, en fait, c'est comme vous avez dit système Bédan, ça veut dire qu'il y a les morts. Mais si, vous l'avez dit, vous avez dit un seul système. Je n'ai pas dit système. Mais écoutez, il faut arrêter, monsieur Dia. Il y a un système Bédan, c'est ce que vous dites. Il y a un système. Il y a un système Bédan qui est raciste et esclavagiste. C'est ce que vous dites à longueur de journée. Qui est composé à la fois, évidemment, de Bédan, mais des autres composantes de la nation. De quelques Bédan.
faut pas croire que tous les Bédans sont dans le système. Je parle du système. Je n'ai pas dit que tous les Bédans sont dans le système. Ce système d'apartheid. Non, écoutez-moi bien. Vous êtes dans un système d'apartheid en Mauritanie? Je ne veux pas vous faire dire ce que vous dites pas. Voilà, j'ai dit qu'il y a un système, effectivement, qui est en vigueur. C'est un système dans lequel vous retrouvez à la fois des Bédans, des Halpulaars, des Wolofs, des Soninké, etc. C'est la Mauritanie. Mais ce système-là, il favorise une partie du peuple mauritanien sur les autres. Il y a une partie, la partie arabo-berbère, est favorisée par rapport aux autres. Il y a toujours une politique de poids, de mesure. Est-ce que vous vous sentez exclu à l'université vous-même parce que vous êtes noir. Est-ce que vous sentez exclu? Est-ce que je me sens exclu? Oui. Moi, personnellement, oui. Non, je ne me sens peut-être pas exclu, mais d'autres se sentent exclus. Justement, vous connaissez des morts. Vous connaissez des morts qui vous êtes privilégié parce que vous injuriez à l'endroit. Je suis privilégié parce que je connais mes droits. Il connaissait pas. Parce que je connais mes droits. Pourquoi vous êtes privilégié? Mais vous connaissez des droits. Simplement, vous n'avez pas été attaqué en justice parce qu'il y a une certaine clémence que je ne comprends pas. Quelle clémence vous trouvez pour une justice qui condamne? On va parler de la justice. Qui condamne à 2 ans de prison ferme. Madame la Présidente, on va parler de la justice. Attendez, mais laissez-moi écouter. Cette justice qui est instrumentalisée. Vous savez que dans l'affaire du procès de Rosso dont je parlais tout à l'heure, le ton a été donné par le président de la République dans sa conférence de presse au Palais des Congrès. Ensuite, c'est le ministre de la Justice qui en a parlé devant le Sénat, alors que l'affaire est pendante devant la justice. Vous me parlez de justice indépendante. Mais attendez, on va parler de la justice. Monsieur Dia, quand on fait l'historique, quand vous parlez, je crois que je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a des gens, et puis je ne dis pas qui sont la majorité. Il y a des morts, il y a des blacks qui sont racistes. Il y a des racistes primaires partout. Mais quand vous dites, quand vous croyez, quand vous avancez que Ouldada, Oulhidala, Oultaya, c'est-à-dire la répression n'a touché que les blacks, que les noirs de ce pays, c'est quand même pas normal de votre part. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas parlé de répression par rapport à Ouldada. Ce que j'ai dit. Il y a eu des extractions. Excusez-moi, une seconde, je vous donne la parole. Il y a eu des exécutions extrajudiciaires, des détentions arbitraires, des déportations, des disparitions envers la communauté black de ces pays. C'est une réalité. C'est une réalité. Oui, mais attendez. Mais c'est sous taille. Quand on exécute des gens, c'est vrai. Quand on exécute des gens, quand on expulse des gens de leur pays, quand on tue des gens, quand on retrouve ces fosses communes à Sorimale et ailleurs dans le Fouta. Parce que vous pensez que comment est-ce qu'on peut appeler ça répressif? C'est un caractère répressif. Est-ce que ce n'est que de la simple répression? Justement, mais c'est là. Est-ce que ce n'est que de la simple répression? C'est quelque chose qui s'est étalé entre 1986 et 1991. C'est une réalité. C'est une réalité. Qui dit le contraire? Et quand ça s'adresse, mais qui dit le contraire? Et quand ça s'adresse à une seule communauté, on appelle ça un génocide en droit. Justement. Excusez-moi. Madame la Présidente, excusez-moi, M. Dia. C'est là où vous touchez exactement ma question. Vous dites que c'est une seule communauté. Vous le dites. Vous l'avez dit 2 à 3 fois. Vous venez de dire ça, une seule communauté. Je suis désolé. Je parle de cette répression qui a commencé entre 1986 et 1991 et qui a visé uniquement les négros mauritaniens. Voilà. Mais c'est là. Cette répression, comment on l'appelle quand on vise une seule communauté? Répondez à ma question. Ce caractère particulièrement répressif de ce régime Taya dont vous avez parlé, il a touché quasiment toutes les franges de la population. Il y a eu les badistes, il y a eu les nassaristes, il y a eu les frères musulmans, il y a eu les cavaliers du changement. Mais cela a touché particulièrement les Noirs. Est-ce qu'on a exterminé les badistes en prison? Allez-y, est-ce qu'on a exterminé les badistes en prison? Parlez aux téléspectateurs, justement. Pour vous croyez que c'est particulièrement... Mais vous ne connaissez pas l'histoire de la Mauritanie. Je ne dis pas que c'est particulier aux Noirs. Vous ne connaissez pas, monsieur Diab, l'histoire de la Mauritanie. Ce que je vous ai Parce dit... que les années de la Tayassi qui ont duré 20 ans, elles ont touché tout le monde. Elles ont touché tout le monde. Et de toute façon... Pas au même degré. C'est vrai. Je suis désolé, ce n'est pas au même degré. Dans l'horreur a touché tout le monde. Quand un État s'adresse à ses concitoyens, à travers la violence, à travers les expulsions, on a déporté combien de personnes? Près de 120 000 personnes. On a tué combien de militaires en prison? Combien de fosses communes? Combien de villages ont été rasés? Ça, on appelle ça un génocide.
il faut donner aux choses leur nom. L'hypocrisie mauritanienne veut appeler ça le passif humanitaire. Ça ne s'appelle pas passif humanitaire. Et je suis désolé, cette question-là n'est pas réglée. Et si nous en sommes là encore aujourd'hui... évidemment que dans votre tête, rien n'est réglé. Ce n'est pas dans ma tête. Ce n'est pas une prière à Keïdi. Ce n'est pas une prière à Keïdi qui va régler ce problème. Ce problème est loin d'être réglé. Et tant que les Mauritaniens n'auront pas le courage de se mettre en face de la vérité, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Nous sommes comptables qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Mais je viens de vous répéter ça. Je le répète que c'est dangereux. Je répète que la communauté négro-mauritanienne de ces pays a été réprimée. Il y a eu des déportations, il y a eu des morts. Non, ce que je dis, c'est que tous les Mauritaniens... Elle n'a pas dit le contraire. Elle n'a pas dit le contraire. Elle dit que le problème n'est pas réglé dans ma tête. Ça ne touche pas que les Noirs, c'est ça le problème. Bien sûr, c'est un problème qui touche toute la Mauritanie. Et pour le régler, il faut que tous les Mauritaniens se mettent autour. Je vous respecte. Tous les Mauritaniens, vous ne me respectez pas. Ne me dites pas, je pèse mes mots, ne me dites pas que je n'ai pas dit ça. De toute façon, nous, on parle de la situation des droits de l'homme aujourd'hui. Vous ne parlez pas de la situation des droits de l'homme, vous parlez de moi. Non. Attendez, madame la présidente. Madame la présidente. Je suis désolé. Excusez-moi, mais pour moi, TPM, ça n'existe pas. Je ne peux parler que du professeur. Il touche pas du docteur Jekyll et Mr. Hyde que vous êtes. Je ne peux pas parler d'autre chose. Parce que TPM n'est pas reconnu. C'est un mouvement raciste. C'est un mouvement dangereux. Ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. S'il est dangereux parce qu'il appelle à l'égalité de tous les Mauritaniens. Non, vous n'appelez pas à l'égalité de tous les Mauritaniens. Vous appelez à la haine raciale. Et vous dites le refus de la démocratie, le refus des libertés fondamentales. Madame la Présidente, on n'est pas en train de juger le système Taya. Parce qu'en jugeant le système Taya... Non, mais je n'ai pas envie de parler de M. Taya ni son régime. Non, mais non. Je n'en parle pas. Parce que je n'ai rien à dire sur ce côté-là. Nous, on parle de la situation des droits de l'homme aujourd'hui. On parle de vous en tant que pseudo-militant des droits de l'homme, vous n'êtes absolument pas. C'est vous la pseudo-militant. C'est vous la pseudo-militant. Vous n'êtes qu'une caisse de résonance de l'État. Madame la Présidente. Ce n'est qu'une caisse de résonance de l'État. Et vous avez échoué partout. Reconnaissez-le. Vous l'avez échoué. Vous avez échoué partout. Nous avons échoué partout. Vous avez échoué partout. La Mauritanie est classée premier pays esclavagiste. Madame la Présidente, c'est une honte. Démontrez-nous, démontrez aux téléspectateurs qu'il y a quelque chose de changé. Nous, on sait que le régime Taya, on parle de tout ça, il a tout à fait raison. Mais il y a l'opposition démocratique, des arrestations, des détentions arbitraires, des dirigeants suivis parfois des simulacres de procès. On n'en sait rien. Tout un système, excusez-moi l'expression, qui a foutu le pays dans c'est la honte. C'est vrai, mais nous n'en sommes plus là, à vous entendre. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Allez-y. Quelle est la situation aujourd'hui? Oui, mais la situation... Les avancées en matière de droits de l'homme. D'abord, la première avancée, je voudrais parler au professeur que vous êtes. Non, je ne suis pas professeur. Vous êtes professeur. Vous êtes un professeur et un piètre professeur. Vous n'êtes pas un militant des droits de l'homme. Je voudrais vous dire simplement... Et vous me respectez. Vous dites que vous me respectez. Absolument, absolument. Je vous respecte. Mais je ne vous... Moi, je ne descendrai pas si bas. Je n'irai pas dans les caniveaux. Écoutez, je vous respecte. Je n'irai pas dans les caniveaux parce que je ne peux pas comprendre qu'un professeur comme vous prend la haine dans les classes. Mais je vous prie simplement, de sortir une ligne où je prends la haine. Mais les avancées. Alors, les avancées en matière de droits de l'homme. Alors, depuis 1989 jusqu'à présent, on peut le dire, et je ne défends pas je ne défends pas le régime comme vous dites, mais je défends la réalité. Parce que vous voulez vous cacher. Alors, aujourd'hui, la Constitution, lorsqu'on parle d'elle, monsieur, elle garantit les libertés fondamentales. La lutte contre l'esclavage, absolument, et on en vient. Je vais vous répondre par rapport à ce fameux classement. Parce qu'à d'autres, le classement de la Mauritanie actuellement par une ONG qui s'appelle Walk Free, qui est une ONG australienne, il a été basé sur le rapport ici des organisations de la société civile. Le seul point de vue qui est valable, c'est celui des Nations Unies. Et les Nations Unies ont reconnu que la Mauritanie a fait des pas énormes. A fait des efforts. Absolument. Oui. La feuille de route, monsieur. Simplement des efforts. La feuille de route, monsieur. Pas mal, oui. Vous ne connaissez même pas les dossiers des droits de l'homme. Mais allez-y, mais allez-y. La feuille de route avec 20 recommandations. Moi, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Absolument. 29 recommandations qui disent comment faire et qui impliquent les organisations de la société civile. Et il y a un militant des droits de l'homme qui est au niveau du comité interministériel, qui est M. Boubacar Messoud, que je respecte, parce que lui, au moins, il a la légalité, il respecte les lois de la République. Ce que vous ne semblez pas faire. Absolument, je le dis et je le redirai. Très bien. Deuxièmement, je voudrais en venir au système de l'éducation. Parce que ça aussi, c'est extrêmement important, parce qu'il y a des avancées. Aujourd'hui, on frôle les 100% au niveau du primaire, et au niveau de l'université, avec deux grandes universités à Nouakchott, on a fait des pas énormes. Mais le grand boulet en matière d'éducation,
c'est qu'on a certaines pesanteurs. Moi, je voudrais poser une question, Monsieur Dia. Qu'avez-vous fait pour les langues nationales, la promotion? Parce que c'est important pour moi. C'est pas son boulot. Si, c'est son boulot. Non, il est professeur, lui. Il est professeur. Il est militant des droits de l'homme. Il est professeur, écoutez. Non, par accident. Non, mais il faut arrêter. Si c'est un accident, il y a un trauma qui est en train de perdurer dans sa tête. Je voudrais poser une question au professeur que vous êtes. Qu'avez-vous fait pour les langues nationales? Parce que l'Institut des langues nationales, je le connaissais, moi, étant petite, avec Tian Youssouf Gueye. Je ne le sens pas de la rue. Il est où, Tian Youssouf Gueye? Absolument. Pourquoi? Écoutez. Il est où? Pourquoi Tian Youssouf Gueye n'est plus là? C'est une question, quand même. Écoutez, et pour faire honneur à la mémoire de Tian Youssouf Gueye, qui était comme un père. Qui a été assassiné par un État raciste, quand même. Il faut le reconnaître. Mais ce n'est pas cette Tian Youssouf Gueye n'est plus là parce qu'il a été assassiné par un État raciste. Écoutez, c'est vrai. Laissez-la terminer. Écoutez, moi, je voudrais poser une question. Qu'avez-vous fait pour les langues nationales? Aujourd'hui, parce que la promotion des langues nationales, c'est quelque chose de fondamental. Vous êtes chef de département dans cet institut, dans ce département, l'institut n'existe plus depuis 99. Qu'avez-vous fait pour ça? Parce que c'est important de savoir comment vous fonctionnez au niveau de la classe. Nous, on s'est intéressé à la Commission nationale des droits de l'homme, à votre cas type, qui est un cas d'école. Pourquoi? Parce que vous connaissez la violence. Parce qu'il écrit, mais c'est bien, vous écrivez, ça veut dire que vous écrivez. Vous n'intéressez personne, parce que nous, on a travaillé à l'université. Nous sommes en train de travailler sur un curriculum en matière de droits de l'homme. Et nous avons reçu des plaintes et des familles et de vos malheureux étudiants et du corps professionnel. Qu'avez-vous fait pour l'Institut national? La deuxième question que je vous pose, c'est que vous squattez le local du département comme siège de l'ONG, alors qui est payé, et c'est l'argent du contribuable. De quelle ONG? Du mouvement armé. De quelle ONG? Je ne touche pas à ma nationalité. C'est un mouvement armé. Non, je vous mets au défi. Je vous mets au défi, madame. Je vous mets au défi. C'est pas moi qui vous le dis, c'est vous qui vous dites. Je vous mets au défi. Que vous nous allez par tous les moyens combattre et déconstruire ce système. Bien sûr. Alors, mais il n'a pas caché, mais il parle de système. Un local 500 000 je parle du système. Vous êtes 3 professeurs. Maintenant, vous êtes 2. 2 professeurs pour 6 malheureux étudiants et à 3,5 millions par mois. Qu'avez-vous fait pour la Mauritanie? C'est de la gabegie ce que vous faites. C'est du détournement et honté. Vous n'avez rien fait pour la Mauritanie. Vous n'avez rien fait pour les langues nationales. Là, vous parlez de touche pas à ma nationalité. Je parle de votre mouvement. Touche pas à ma nationalité. Absolument. Je parle de votre mouvement. Tout ce que vous faites, c'est de défendre une idée archaïque. Vous voulez déconstruire. C'est une idée archaïque que de déconstruire le racisme et l'esclavage? Pas du tout. C'est une idée archaïque? Pas du tout. Ça, c'est une idée archaïque. Vous êtes raciste vous-même. Je suis raciste. Vous êtes raciste. Alors, tombez dans le caniveau. Moi, je ne vais pas vous suivre dans le caniveau. Mais quelles sont les avancées, Madame la Présidente? Alors, les avancées. Ce que je dois vous dire. Monsieur Dia, excusez-moi, mais vous êtes en train de me niquer mon émission. Excusez-moi, les spectateurs, cette expression. Quelles sont les avancées en matière de droits de l'homme en Mauritanie? Écoutez, la Mauritanie aujourd'hui, vous allez quand même me donner l'opportunité de répondre à la Mauritanie aujourd'hui est un État de droit qui se respecte, qui respecte tout le monde et il respecte jusqu'à ce qu'il y ait une certaine idée des droits de l'homme qui se propage et qui n'est pas la vérité. La vérité, c'est qu'on a ratifié toutes les conventions en matière de droits de l'homme. Nous avons des institutions qui marchent, nous avons des élections pluralistes, nous avons une pluralité, nous avons une promotion des droits de la femme et de l'enfant, nous avons un quota pour les femmes. C'est ça les droits de l'homme, c'est ça les libertés fondamentales, mais ce n'est pas le racisme et la division sociale, la division de l'unité nationale. C'est pour cela que je suis absolument fâchée contre des organisations comme vous qui prennent la division, et vous le dites haut et fort. Nous sommes le refus de l'unité nationale. Moi, je ne vous dis rien, je vous dis simplement que je vous mets au défi de me sortir une ligne où je prône la division, où je prône la violence. Laissez quand même moi poser une question. Parce que là, on parle... que je réponde simplement à ce qu'elle a dit. Elle en a demandé après... Permettez-moi de vous donner après l'Institut des langues. L'Institut des langues que vous demandez, vous avez parlé de Tian Youssouf Gueye. L'Institut des langues a été assassiné sur l'autel de la bêtise, arabisation, de l'arabisation, au nom de l'arabisation. C'est au nom de l'arabisation que l'Institut des langues a été assassiné. C'est-à-dire qu'on a mis fin... Ce n'est pas la même chose. Non, attendez. Tian Youssouf Gueye est un homme, un écrivain engagé qui a été assassiné par un système raciste. Et l'Institut des langues a été démoli aussi par un système raciste. L'Institut des langues, elle l'a dit elle-même, n'existe plus depuis 1999. Mais laissez-moi parler. Laissez-moi en arriver là. Donc, l'Institut des langues n'existe plus depuis 1999. Il y avait pourtant eu une expérimentation de l'enseignement des langues nationales qui était concluante.
qui a été testé à la fois au niveau national par le ministère de l'Éducation nationale et par le BREDA, le bureau de l'UNESCO qui se trouve à Dakar. Toutes les expérimentations qui ont été faites ont été jugées extrêmement réussies. Mais le système, justement, toujours ce système, il a mis fin justement à cette expérimentation-là. Il a arrêté brutalement. Pourquoi? En 1999, on a arrêté cela sous prétexte de réunifier le système éducatif mauritanien. C'est qui a eu lieu, quand même. Il a été réunifié. Tous les enfants vont à la même école. Oui, mais à quel prix? Oui. Oui, mais à quel prix? Oui, mais le but n'était pas de tuer l'Institut des langues nationales. Si. Le but était de tuer l'Institut des langues nationales parce qu'en fait, on l'a fermé, on l'a remplacé par un département de langue nationale et linguistique à l'université de Nouakchott, auquel on n'a pas donné de moyens. Le département de l'université de Nouakchott n'a pas de moyens. Il n'a pas les moyens qu'avait l'Institut des langues. Moi, ce que j'ai fait pour les langues nationales... Mais la Commission nationale des droits de l'homme n'a pas de moyens. C'est mes recherches personnelles. La télévision n'a pas de moyens. Non, attendez. La Commission des droits de l'homme a son budget. Le département de langue nationale n'a pas de budget. Il est doté simplement en papier ou en ordinateur, comme tous les autres départements de l'université de Nouakchott. Donc, en fait, il n'a pas les moyens de pouvoir faire le travail que faisait l'Institut des langues nationales. Et le but, d'ailleurs, n'est pas le même. Cela dit, vous avez répondu à cette non, question. je n'en ai pas fini. Comme je vous l'ai dit, donc, on a saboté en fait l'enseignement des langues nationales parce que l'enseignement des langues nationales, comme je l'ai dit, était une expérience plutôt réussie. Et on l'a arrêté brutalement en 1999. On a relégué l'enseignement des langues nationales au titre de spécialité à l'université. Oui, mais tous les Mauritaniens vont à la même école maintenant. Oui. Mais tous les Mauritaniens auraient pu aller à la même école et apprendre en même temps les langues nationales. Donc aujourd'hui... Donc ça, vous ne pouvez pas me le reprocher. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça, c'est une façon de voir les choses. On ne sait pas. Oui. C'est à ceux qui nous gouvernent de trouver une solution. C'est le système. C'est le système. Quels sont les défis? Ça, c'est une logique. Quels sont les défis en fait, que vous préconisez en fait, pour faire avancer la cause des droits de l'homme aujourd'hui? Elle a parlé de ratification, de conventions, etc. C'est très facile de ratifier des conventions. C'est très facile d'écrire que l'esclavage est criminalisé dans la Constitution. C'est très facile d'écrire dans la Constitution que la Mauritanie est un pays de diversité culturelle. Mais le problème, c'est dans le concret. Que se passe-t-il dans le concret? Regardez les libertés. Regardez ce qu'il y a par rapport aux médias, par exemple. Prenez les médias. Regardez les médias, la libéralisation de l'audiovisuel. La libéralisation de l'audiovisuel. Est-ce qu'il n'y a pas de liberté quand on parle là on touche le culturel? La libéralisation de l'audiovisuel. La presse? Mais à qui a-t-on attribué les licences? Qu'avez-vous à dire lorsqu'il y a une dépénalisation du délit de presse? Qu'avez-vous à dire à la presse? Soyons sérieux. Parlez de quoi? Des licences? Non, je parle des licences quand il s'agit de la libéralisation de l'audiovisuel. À la fois des radios et des télévisions. Mais à qui a-t-on attribué les licences? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez dire? À des hommes d'affaires? Mais c'est clair, à des hommes d'affaires ou autres, d'accord, mais vous avez vu un seul négro-mauritanien qui a eu une licence pour avoir une radio? Connaissez-vous un cas qui a été refusé? J'en connais. J'en connais. Un cas qui a été refusé parce que j'en connais. Oui, mais un cas quoi? Parce qu'il a été refusé parce qu'il est noir. Arrêtez d'affabuler, arrêtez de raconter des bêtises. Qu'est-ce que je... Mais arrêtez de raconter des bêtises. Je dois en tirer, moi. Mais personne n'a jamais été refusé à cause de ça. Quand dans tout un pays, vous avez une dizaine de radios, vous avez une dizaine de radios, vous avez des télévisions qui sont libres. Vous ressemblez à mes frères, à mon père. Non, mais pourquoi? Je suis désolé. C'est ce que j'aurais voulu pour la Mauritanie. Malheureusement, ce n'est pas ce qui existe. Ce n'est pas la réalité du terrain. C'est malheureux à dire, mais c'est ça la vérité. Mais en fait, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de liberté d'action. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de liberté. D'action, là, vous parlez de culturel. Quand il s'est agi de la libéralisation des médias, de la libéralisation de l'audiovisuel, à qui a-t-on attribué les licences? Dites-le moi. À tous ceux qui l'ont demandé. À ceux qui l'ont demandé. Absolument. J'en sais rien, personnellement. À ceux qui l'ont demandé. Dans ce cas, si la commission, je ne peux pas parler en leur nom. Et pourquoi il n'y a pas une banque pour un noir? Justement, pourquoi aussi? Pourquoi il n'y a pas de banque pour les noirs? C'est pas parce que les noirs ne peuvent pas avoir de banque. Mais je ne sais pas, répondez à la question. Non, mais je ne sais pas moi, est-ce que vous avez des informations? Ça va de soi. C'est trop facile. Non, c'est trop facile. Si vous avez des informations, donnez-nous des informations. Est-ce qu'il y a des noirs, est-ce qu'il y a des hommes d'affaires noirs qui ont été refusés parce qu'ils sont noirs? Je n'ai rien à prouver. Il suffit de jeter un coup d'œil sur toutes les institutions de ce pays, madame. Vous jetez un coup d'œil sur l'ensemble. Parce que l'histoire de la Banque centrale. C'est vous qui a fabulé. Non, mais l'histoire de la Banque centrale, partout. Jetez un coup d'œil sur l'ensemble des institutions. Mais est-ce qu'elles sont représentatives? En quoi il y a une discrimination? Franchement, vous êtes difficile là. Monsieur Dia, elle existe au quotidien. Monsieur Dia, quand vous parlez du culturel, dans tous les domaines de la vie publique. À commencer par les langues dont vous parliez tout à l'heure.
Non, mais les langues nationales. Pourquoi les langues nationales ne sont pas utilisées dans la vie publique? Par exemple, elles sont utilisées. Pourquoi elles ne sont pas utilisées dans tous les domaines de la vie publique? Il a raison d'en parler, mais je vais vous dire pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a arrêté l'expérimentation de l'enseignement des langues nationales? Pourquoi est-ce qu'on a arrêté le travail qui était fait pour ces langues? Parce qu'en 1979, quand le CMSN a décidé, a fait sortir cette circulaire par rapport aux langues nationales, et c'était d'ailleurs la première fois qu'on leur donnait un statut de langue nationale, on s'est donné 6 ans pour les officialiser, pour qu'elles puissent être utilisées dans tous les domaines de la vie publique. Mais qui a mis fin à ça? Écoutez, monsieur, s'il vous plaît, Ahmed. Mais qui a décrété ça? S'il vous plaît, Ahmed. Ça, c'est le CMSN. Oui, le CMSN qui est en train de couper les mains des voleurs à la charia, à la Edala, et qui est en train d'envoyer les gens. Au moins, ils ont voulu traduire dans la réalité à cette époque-là. Ils ont voulu traduire dans la réalité la diversité culturelle. Maintenant, elle est inscrite dans la Constitution, mais elle n'existe que dans la Constitution. Le département actuellement de langue nationale et de linguistique française. Non, il ne s'appelle pas de linguistique française, il s'appelle département de langue nationale et linguistique. De linguistique, voilà. Et dans laquelle vous enseignez-vous... Dans lequel vous enseignez-vous la langue française, qui n'est pas ma langue. Je peux faire des fautes. C'est pas grave, allez-y. Qui n'est pas ma langue. Qui n'est pas la mienne. Qui n'est pas ma langue. Qui n'est pas la Ma langue vernaculaire comme la vôtre, c'est une autre langue. Oui, mais allez-y. Écoutez, monsieur, simplement, on donne la responsabilité à des personnes qui ne veulent pas faire le boulot. Je suis désolée, vous êtes professeur dans ce département. Oui. Qu'est-ce qui vous empêche de faire de la recherche et de faire prévaloir vos compétences dans ce département? Mais qui vous dit que je ne fais pas de la recherche? Vous ne faites pas de la recherche, les seules recherches que vous faites. Qu'est-ce que vous en savez? Je vais vous dire pour ce que j'en sais. Oui. Parce que au niveau de la première année de licence, vous avez 6 étudiants. Et toute la journée, vous les bassinez avec violation des droits de l'homme, régime raciste, excusez-moi, et des choses comme ça. Mais vous étiez là pour en témoigner. Vous étiez là pour en témoigner. Des représentants qui sont dans la classe? Mais la classe se plaint de vous. Donc l'État est aussi policier que ça? C'est un aveu que vous faites. Vous n'êtes qu'un instrument de l'État. Mais il y a des gens qui sont portés plainte. La Commission des droits de l'homme, elle est le réceptacle de toutes les misères. Et parmi les misères, ça fait 3 ans qu'il y a des plaintes contre vous partout. Des plaintes. Absolument. Des plaintes. Des plaintes, absolument. Alors, allez jusqu'au bout. Vous parlez de langue nationale. Vous voulez porter les plaintes là où elles doivent aller? Écoutez, par rapport aux langues nationales, je pense que la responsabilité, c'est d'abord à l'université, au corps d'enseignants. La responsabilité, c'est d'abord une volonté de l'État. La volonté de l'État n'existe pas. Il n'y a pas de volonté de l'État de développer les langues nationales. Il y a le droit d'accéder. Excusez-moi, le droit d'accéder et de participer à la vie culturelle, à commencer par la langue. Est-ce que vous savez, madame, une seconde, est-ce que vous savez simplement, c'est l'enseignement évidemment des langues nationales parce que nous pensons que c'est important. Est-ce que vous savez simplement, notez ça. Est-ce que vous savez simplement, c'est bien, notez ce que vous voulez, excusez-moi. C'est important pour nous que les langues nationales soient mieux promises, c'est tout à fait normal. C'est absolument la vie culturelle, je parle de la vie culturelle. C'est Poulard, c'est Soniki, c'est Wolof. On a quand même le droit d'utiliser sur le plan culturel leur langue. Ces arabes. Est-ce que ça existe en Mauritanie? Cette Mauritanie plurielle doit avoir toute sa place dans ce pays. Oui, c'est beau, le discours est très beau. Le patrimoine est extrêmement important. Le patrimoine noir. Évidemment, le patrimoine. Il y a des ministères chargés de cette question. Il y a des associations. Il y a des festivals. Et je crois que le mot qui nous revient en tant que pseudo-intellectuel de ce pays, sauf si on fait du terrorisme intellectuel comme vous le faites tantôt. Lorsque vous parlez, vous prenez la violence, c'est d'un effort collectif de tous les Mauritaniens de faire prévaloir les langues nationales. Et moi, je serai la plus heureuse des mères de famille lorsque mes enfants vont parler toutes les langues. Je vais quand même vous poser... Est-ce que vous savez simplement que dans ce pays, on n'a pas le droit, officiellement, de faire de l'alphabétisation en langue nationale. Est-ce que vous savez ça? Pas le droit, ça veut dire quoi, on n'a pas le droit? L'alphabétisation en Mauritanie, officiellement, je parle de l'alphabétisation des masses. La politique officielle de l'alphabétisation des masses, elle se fait en arabe. On n'a pas le droit. C'est la langue du pays, l'arabe. C'est une langue du pays. C'est la langue officielle du pays. Langue officielle du pays, je suis d'accord avec vous. Mais c'est une langue du pays. C'est pas normal. Oui, c'est pas normal que l'alphabétisation ne se passe pas. Je suis d'accord avec vous. C'est pas normal. Quand il s'agit d'alphabétiser des masses, évidemment, on doit d'abord les alphabétiser dans leur langue. On n'a même pas le droit de le faire.
Donc, s'il n'y a pas de volonté politique... Si vous dites qu'on n'a pas le droit de le faire, ça veut dire quoi? Que c'est aux lois? Non, officiellement, si on doit faire de l'alphabétisation, on doit la faire en arabe. Maintenant, il y a les associations qui travaillent. Et je leur rends hommage. Les associations pour la promotion du Pulaar, pour la promotion du Soninké, pour la promotion du Wolof, etc. Ces associations-là travaillent. Mais elles ne travaillent pas hors loi, quand même. Elles travaillent. Pas hors loi. Absolument. Donc, c'est pas la loi qui elles enseignent. Donc, elles ne font dites pas tout on ce n'a qu'elles pas le peuvent droit. Non. Elles ont le droit, ces non, associations. officiellement, non. Officiellement, quand veut il dire qu'elles s'agit travaillent hors loi. d'alphabétiser des masses, officiellement, quand il s'agit d'alphabétiser des masses, vous devez le faire en arabe. Vous devez le faire dans la langue officielle. C'est une loi, vous dites que c'est une loi. C'est une loi absurde, mais comme on le dit, à une loi injuste, nul n'est obligé en fait d'obéir à une loi quand elle est injuste. Ici, on ne prône pas la désobéissance civile. Non, les lois, c'est les lois, les juges, c'est les juges. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais dans ce cas précis, évidemment... Je suis quand même obligé de vous poser une question, c'est l'état civil en fait. L'enrôlement. Quel est votre point de vue en général sur la question de l'enrôlement et de l'état civil en général? Surtout que nous pensons de toute façon qu'au niveau de l'état civil, il y a eu un pas extraordinaire, en ce sens que jusqu'à il y a quelques années encore, on avait des passeports qui étaient falsifiés, qui se vendaient au rabais partout en France comme ici. On voyait même des Mauritaniens. Moi, je me souviens d'une amie du moment associatif qui me disait qu'elle était venue il y a quelques années, 7-8 ans, dans l'une de nos ambassades à l'occasion de la fête nationale et qu'elle s'est retrouvée avec des Ivoiriens, bref, de toutes les personnes qui ont acheté des passeports vendus par des officiels mauritaniens. C'est la faute. La faute en revient aux autorités elles-mêmes. C'était dans les années, dans les années de Brest. Ouais. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a un recensement qui est biométrique et qui est absolument égalitaire. Et nous, on a reçu effectivement au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme et de la sous-commission qui est présidée par M. Sarr, mon doyen que je préside, qui est président du FONAN, nous avons reçu effectivement des dossiers de certaines personnes qui avaient des difficultés à se faire enrôler. Et nous avons approché l'institution, donc l'agence de l'état civil, qui a enrôlé tout le monde finalement. Il y a 2 semaines, nous avons été dans cette agence, permettez-moi de finir, je vais finir, et que nous a dit qu'actuellement, les seuls cas litigieux concernent les 400 personnes, la plupart sont des enfants, et qui sont présentés par des familles dans lesquelles il n'y a pas la filiation directe entre les enfants et la famille n'a pas été donc prouvée. Mais de toute façon, j'invite... Il ne reste pas beaucoup de temps. Écoutez, j'invite tous les Mauritaniens à nous approcher parce que nous avons des personnes qui vont les accompagner auprès de cette agence et je trouve absolument extraordinaire le travail qui a été fait et je ne peux que les féliciter. Il y en a certains qui font très mal le boulot, certainement comme tous les autres. Absolument, mais enfin, voilà. Donc, et puis par rapport à ces passeports achetés, ne dites pas que c'en est fini. C'est cette question, rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Ce n'est pas parce que le passeport est devenu biométrique qu'il n'est pas possible de l'acheter. Parce que vous avez vu des l'enrôlement. Non, on parle de l'enrôlement. C'est plus difficile quand même. Je pourrais le dire. Non, mais c'est plus difficile. Dans ce cas, j'invite monsieur le juge à vous appeler dès demain pour nous parler de ce cas, parce que c'est un cas qui intéressait les magistrats. Non, excusez-moi, madame la présidente, ça devient plus difficile de l'acheter, ça c'est sûr. Mais c'est pas... Par rapport à ce qu'elle dit... Par rapport à l'enrôlement, monsieur Dia, on n'a plus beaucoup de temps. Parlez-nous de l'enrôlement. Vous avez un message à passer, passez-le. C'est encore un parcours de combattant pour beaucoup de Mauritaniens, en particulier pour les Noirs de Mauritanie. J'en sais quelque chose, j'ai des dossiers que moi-même, j'ai transmis à cette agence-là, à la NRPTS, d'accord, et qui sont jusqu'à présent en instance. Indépendamment de cela, vous avez le cas des réfugiés, qui est un cas spécial. Ils sont combien à être rentrés officiellement? Ils sont 24 000 à être rentrés officiellement. Et jusqu'à aujourd'hui, au moment où je parle, seuls 8 000 d'entre eux ont pu se recenser. Pourquoi on ne leur donne pas de papier? Mais pourquoi Je les sors du chez eux. Mais c'est dire pourquoi? Mais vous dites pourquoi on ne le donne pas? Mais répondez pourquoi? Pourquoi? Vous croyez que parce qu'ils sont noirs? Mais vous croyez pas que moi j'ai eu le parcours de combattant jusqu'à présent? J'arrive pas encore à m'enrôler. Mais c'est un cas spécial quand même, les réfugiés.
C'est un cas spécial. Je suis d'accord. Ils ne s'inscrivent. D'ailleurs, le recensement ne se font pas dans les centres. Ils ont des centres spécifiques. C'est déjà pas mal. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, seuls 8000 d'entre eux sont inscrits? Allez-y. Je ne suis pas porte-parole des réfugiés. Je vous donne des faits, madame. Ce ne sont pas des faits que vous donnez, ce sont des mensonges. Je vous dis des faits. Écoutez, jusqu'à la date, c'est à vous de vérifier. Vous pouvez vérifier. Nous avons si vous ne connaissez pas, nous avons des organisations de la société civile qui nous accompagnent. Madame la Présidente, Monsieur Dia, vous ne maîtrisez pas vos dossiers. Madame la Présidente, Monsieur Dia, vous allez encore, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Que pensez-vous en fait de l'image de la Mauritanie aujourd'hui qui est taxée de pays, entre guillemets, esclavagistes et racistes par certaines ONG, dont la vôtre d'ailleurs? Oui. L'image de la Mauritanie d'aujourd'hui. C'est une image malheureusement qui se vérifie tous les jours sur le terrain. Je vous donne un exemple très, très simple, celui de Niabina, tout récemment. Un village entier pris en otage, tout simplement parce qu'un malheureux berger, jeune homme, est perdu. Tout un village qu'on prend en otage. Par qui? Par à la fois les autorités. Mais non, mais les autorités. Moi, je ne peux pas ne pas vous poser cette question. Quand vous tombez, je vous le dis. Mais quand vous tombez, quand vous tombez sur un commandant de région ou sur quelqu'un qui travaille dans l'enrôlement, un chef de bureau d'enrôlement, qui est raciste ou qui fait mal son boulot, est-ce que c'est l'État? Pourquoi vous allez si vite? Écoutez-moi. Si les autorités régionales se mobilisent pour prendre en otage un village parce qu'un citoyen est perdu, comment appelez-vous ça? Les autorités, elles représentent quoi? Oui, mais que représentent-elles? Justement, mais quand vous avez le gouverneur, le préfet, vous avez toutes les autorités. Est-ce que l'État vous avez la sécurité. Est-ce que l'État mauritanien aujourd'hui prend en otage les Noirs de ces pays? Mais ça, c'est l'État. Ça n'est pas l'État. C'est hallucinant quand même. Non, mais le gouverneur, ce n'est pas l'État. Ce n'est pas le dépositaire de l'autorité de l'État. Mais il y a des gouverneurs noirs qui sont racistes. Mais il y a des gouverneurs qui sont racistes. Il y a des chefs d'agence noirs qui sont racistes. Je ne dis pas le contraire. Mais quand ils le font au nom de l'État, pourquoi l'État ne sévit pas? Pourquoi il n'y a pas eu d'enquête? Mais un gouverneur noir, il travaille au nom de l'État. Pourquoi il n'y a pas eu d'enquête après? Pourquoi on n'a pas diligenté d'enquête? Vous avez d'autres exemples? J'ai d'autres exemples. Prenez les Mokata de Sepra et d'Elmina, 5e et 6e arrondissement. Quand vous y allez, à partir de 19h, mais allez-y voir, faites un tour. Vous allez voir ce qui fait la garde nationale. Comment on traite les gens. Comment on traite tous les jeunes de Tejounine ou de Bourdida? Non, mais allez-y voir. Non, ce n'est pas la même chose. Allez-y, non, mais arrêtez de parler comme ça. Non, j'ai vu, mais je vous dis. Allez à Tejounine le soir, vous allez voir des gendarmes qui arrêtent les jeunes. Vous ne voulez pas que la police fasse son travail? Non, des petits fumeurs de joint. La criminalité, vous voulez qu'on la laisse? Le travail ne consiste pas à ramasser tout le monde. À partir de 19h, vous n'avez pas le droit de circuler. Où est la liberté de circulation? Où est la liberté de mouvement garantie par la Constitution? Mais soyons sérieux. Oui, mais c'est un état de siège permanent. Oui, mais un état de siège. Il y a un état de siège. Tous les jeunes de ce pays, pas les Noirs. Ne se passe pas ailleurs. Moi, je connais Nouakchott. J'ai fait le tour de Nouakchott. Je sais que ce qui s'y passe ne se passe pas ailleurs. Donc, on va parler en fait tout à l'heure la question de la justice en Mauritanie, en fait, de son indépendance, l'indépendance du pouvoir exécutif et du rôle des organisations de défense des droits de l'homme aujourd'hui en Mauritanie. Écoutez, en ce qui concerne la justice, ce qu'on a vu au niveau de la commission, on s'intéresse d'abord à différents aspects. Au niveau d'un procès, pour nous, parce que j'ai vu qu'on parlait des perspectives de l'avenir, en fait. C'est le droit à la défense, la c'est le droit à faire un appel. Au niveau des personnes privées de liberté, que ce soit dans les commissariats de police, des brigades de gendarmerie ou au niveau des prisons, c'est les conditions acceptables. Ce qu'on fait, nous avons 5 sous-commissions qui travaillent régulièrement dans tous les lieux de privation de liberté et nous faisons un rapport qui, quelquefois, qui donne toute l'exacte réalité, puisque nous recommandons aussi, c'est notre rôle à l'administration, ce qui ne va pas, et je vous invite à lire ce rapport dans lequel toutes les organisations de la société Il abandonne la question, en fait, la culture des droits de l'homme en Mauritanie aujourd'hui. La culture des droits de l'homme. Écoutez, alors, ce que fait la commission. Une minute. Écoutez, ce que fait la commission. Excusez-moi, madame la présidente, je vous pose la question. La culture des droits de l'homme suppose un enseignement à la base, quand même. Existe-t-il aujourd'hui en partenariat avec l'éducation nationale? En ce qui concerne la commission, nous avons un partenariat depuis à peu près quelques mois pour l'introduction d'un curriculum des droits de l'homme au niveau de différentes universités, des 2 universités de Nouakchott. Et bientôt le lancement officiel absolument de ce cycle de conférences et de ce curriculum de formation va se faire au niveau de la 2e semaine du mois de mars. Par rapport aux personnes déplacées, en fait, internes, en fait. Alors, par rapport aux personnes déplacées... Tout à l'heure, il parlait... Ouais.
Vous parlez de quoi exactement? Des réfugiés, de tout ça. Écoutez, ce que nous faisons, c'est de protéger, de voir la régularité d'abord de la procédure de l'administration. Nous accompagnons toutes les personnes. Nous avons des cas. Nous avons 4 collègues qui sont avocats qui travaillent avec nous. Nous avons une sous-commission des droits de l'homme qui est présidée par M. Sarr et dans laquelle il y a à peu près 17 organisations de la société civile qui travaillent sur le terrain. Qu'est-ce que vous faites contre la torture? Alors, contre la torture, très rapidement, il y a un pas extrêmement important qui a été franchi par la Mauritanie en 2012 avec l'application de l'OPCAT. Je pense que monsieur ne connaît pas, parce que c'est le protocole optionnel à la lutte contre la prévention de la torture. Pourquoi est-ce que vous pensez que je ne connais voilà, pas? parce que vous vous intéressez c'est facile de signer les conventions, mais on ne les applique pas. Voilà, on donc a des il y a militants un qui ont été torturés. mécanisme national de la torture est systématique ici dans ce pays. Un mécanisme national de prévention de la torture dans le lieu privatif des libertés. Nous avons un cas emblématique, celui de Bachili, à Kaïdi. Qui va être mis en place incessamment, et la Commission nationale des droits de l'homme est le point focal. J'invite les organisations de la société civile à nous approcher. Excusez-moi, mais je vous pose une dernière question, parce qu'il faut que vous... Comment vous assurez votre indépendance, en fait? Alors, ce qui se passe, c'est que... Est-ce que vous êtes indépendant? D'abord, je vais vous dire que l'indépendance, le critère de dépendance des INDS, qu'on appelle les institutions nationales des droits de l'homme, ne se décrète pas au niveau des États. Nous sommes, c'est une évaluation par les pairs qui se fait au niveau de Genève et des Nations Unies. Et nous-mêmes, nous avons été évalués par à peu près plus une centaine d'UNDH dans le monde, quasiment le monde entier. Et nous venons d'être élus pour la 2e fois comme représentants de l'Afrique au niveau des commissions nationales des droits de l'homme. Actuellement, dans l'Afrique subsaharienne, nous sommes avec le Maroc les seules institutions nationales des droits de l'homme qui auraient élu du statut A d'indépendance des droits de l'homme. Est-ce que vous avez des antennes régionales? Est-ce que vous avez des antennes régionales tout à l'heure? Nous avons aujourd'hui même, nous avons signé quoi? Est-ce que vous avez des antennes régionales en fait? Nous avons signé pour 3... Parce qu'il faut implanter quand même. Oui, absolument. Nous avons signé déjà pour 3 antennes régionales au niveau du Brakna, au niveau, donc ça va être Alec, au niveau du Trarza et au niveau de la Saba. Et nous comptons le faire d'ici la fin de l'année. En tant que militant des droits de l'homme, professeur et intellectuel de ce pays, qu'est-ce que vous proposez à la Commission des droits de l'homme? Qu'est-ce qu'il faut? La première chose, c'est qu'elle soit indépendante, qu'elle ne soit pas simplement une caisse de résonance pour l'État. Ça, ce serait déjà une bonne chose. Je veux que vous vous impliquiez. Je vous invite à venir discuter avec la Commission des droits de l'homme. Que vous fassiez un tour, s'il vous plaît, tous les soirs, du côté du 5e arrondissement ou du 6e arrondissement, que vous fassiez un tour dans la vallée où vous allez trouver des villages. La porte est ouverte, la porte est ouverte, vous pouvez venir discuter. Laissez-moi parler. Avec la Mauritanie plurielle, je vous ai laissé parler. Excusez-moi. Donc, si nous dénonçons parce que j'ai beaucoup de questions à vous poser. C'est parce qu'il y a des villages, malheureusement, qui sont obligés de traverser le fleuve pour aller enterrer leurs morts ailleurs, parce qu'on leur a privé de leur droit vital. Mais quand vous dites on, c'est un homme d'affaires ou l'État? C'est l'État à travers un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires, mais derrière, évidemment, c'est l'État qui a attribué. L'État à travers, évidemment, ses démembrements, les hakams, les walis, etc. Donc, ça, c'est des réalités. Quand on prend en otage tout un village entier, comme je le disais tout à l'heure, celui de Niabina, ça, c'est quelque chose dont vous devriez vous occuper. Vous devriez aussi, parce que l'État nous dit... moi, il y a cette contradiction-là que je ne peux pas comprendre. L'État nous dit que l'esclavage n'existe plus en Mauritanie, qu'il n'y a que des séquelles. Il n'y a que des séquelles. Alors pourquoi créer un tribunal spécialement pour l'esclavage? Ça veut dire quoi ça? Mais attendez, parce qu'il y a des gens qui peuvent pratiquer... Non, mais il y a des gens qui peuvent pratiquer l'esclavage, c'est normal qu'il faut... Non, il n'y a plus d'esclavage. Il n'y a plus d'esclavage officiellement. Attendez, la vente de la drogue est interdite en Mauritanie. Mais il y a des juges... Mais des criminels, il y en a partout. Il y a des commissariats pour trafic de drogue. Il y en a partout dans le monde. De toute façon, c'est un tribunal spécial. Et alors jusqu'à présent, je vous invite à... Ce que je veux dire à travers... Non, laissez-moi terminer. Je reviens à vous, parce que il a commencé, je finirai par vous. Ce que je veux dire à travers cet exemple-là, que c'est bien beau d'inscrire des choses dans la Constitution, c'est bien beau de signer des conventions. C'est interdit par la loi, l'esclavage, c'est interdit par la loi. Je sais que c'est interdit. C'est même criminalisé à travers la Constitution, qui est la loi organique. Mais simplement, tout ça c'est beau, mais simplement, il faut se battre pour que ça disparaisse. Il faut que dans la réalité du terrain, que nous sentions cela. Simplement, c'est bien beau de parler. Ça veut dire que les juges ne sont pas neutres. à vous
de la diversité mauritanienne. Écoutez-moi, il faut donner aux langues locales les moyens de vous êtes en train de dialoguer avec nous dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route. Invitez-moi au dialogue. Madame la Présidente, mais laissez-moi absolument, mais la TNDH est ouverte. Et vous allez voir des posters, vous allez voir vos amis. Il n'y a pas de souci. Monsieur Dia, la liberté, est-ce que dans ce pays... Pas d'appel à la violence. Madame la Présidente, je reviendrai, je vous donnerai le dernier mot parce que il a commencé. Vous croyez que la liberté d'exercer des activités culturelles dans ce pays, est-ce que ça existe? La liberté culturelle. Culturelle. Est-ce qu'on peut faire du cinéma, est-ce qu'on peut faire du théâtre poulard? Oui, bien entendu qu'on peut faire du théâtre en poulard. Non, mais est-ce qu'on a le droit de le faire? On a le droit de le faire. Mais le droit ne doit pas se limiter là. Non, mais je vous pose une question. Ça veut dire participer à la vie culturelle. La vie culturelle aujourd'hui dans ce pays. La vie culturelle, effectivement, chacun évidemment peut s'organiser comme il veut. Donc la liberté, est-ce que vous croyez que la liberté, vous ne croyez pas que la liberté d'opinion quand même doit s'accompagner du respect d'autres libertés? Bien entendu, toute liberté a une limite évidemment. Mais ce que je dis, c'est que moi, ce qui me dérange dans tout ça, ce n'est pas la liberté en elle-même. Ce qui me dérange, est-ce qu'il y a une liberté de réunion? Est-ce qu'il y a une liberté de réunion dans ce pays? Liberté de réunion? En principe, il y a de liberté de réunion, mais maintenant, on arrête des gens pour avoir marché. Non, mais on arrête des gens. Qui? On a arrêté. Mais tout à l'heure, vous n'avez parlé de ceux qui ont marché de Zouerat. Qu'on connaît la misère pendant 2-3 mois. Justement parce qu'ils sont pas noirs. Qu'on a empêché d'entrer dans Nouakchott. Et pourtant, on n'en a pas parlé. Donc ne me dites pas que la liberté de circulation vous n'avez pas parlé de cela. Non, mais même si je n'en parle pas, je parle de la liberté de manifestation. La liberté de manifestation. Ceux qui sont venus de Zouerat ont été stoppés à l'entrée de Nouakchott. Ceux qui sont venus de Bogué ont été gazés à Nouakchott. Il faut protéger l'ordre public. Il y a des limites à tout. Oui, mais l'ordre public... L'ordre public, il existe. Encore faut-il que l'ordre public soit en danger. Vous pensez qu'un État de droit doit être anarchique? Non, absolument pas. Vous pensez que les lois doivent être un néant? Vous pensez qu'une manifestation doit pas être sujette à autorisation? Mais vous vivez dans quel pays? Mais en France, vous n'auriez jamais été capable de faire ça. Qu'est-ce que vous pensez? Monsieur Dia, c'est fini, je vous ai donné la parole. Non, on va conclure. Elle a posé son dernier mot. Non, mais ce n'est pas elle qui pose des questions. Quel est le meilleur moyen, selon vous, d'empêcher aujourd'hui ce qu'on appelle le droit à la différence? En fait, il y a le droit à la diversité. C'est que les intellectuels doivent se battre pour avoir le droit à la diversité. Pas seulement le droit à la différence. En fait, aujourd'hui, en Mauritanie, ce relativisme culturel allant à l'encontre de l'universalité des droits de l'homme selon TPMN, selon quelques personnes, vous dites que c'est une façon de dresser les communautés, en fait, les unes contre les autres. Est-ce que vraiment c'est ce que vous croyez? Le travail de ces ONG-là, dont TPMN, est-ce qu'ils sont en train de dresser... D'abord, TPMN n'est pas une ONG. Ça, c'est une chose. C'est un mouvement... on en a assez parlé, mais ce n'est certainement pas une ONG. Alors, le droit à la différence. Le droit à la différence et le droit de la diversité culturelle, c'est absolument fondamental dans un État-nation dans lequel tout le monde s'exprime. Je peux être différent, vous pouvez être différent. Mais ne pas dresser une communauté contre la contre absolument pas, au contraire. On s'enrichit de nos différences. Nous sommes différents, mais le point entre nous, d'abord, c'est que culturellement, nous avons des interactions entre nous. Il y a une multicité. Mais ce genre de combat, c'est un ingrédient quand même des guerres. Ce qui est le plus important, c'est que nous sommes une société où il y a une seule religion. Ça, c'est un ciment fondamental pour tous les Mauritaniens. Nous sommes une société... C'est malheureusement un ciment qui n'a pas empêché les massacres de 89. Écoutez, excusez-moi. Malheureusement. Nous sommes une société où... C'est bien beau, c'est bien beau tout ça. Ce discours est très beau, malheureusement, dans la réalité, ça n'est pas le cas. Oui, mais bon, pour Mme Merabia, vous êtes quand même en train de... Ces messages qui véhiculent... Ces messages véhiculent des clichés dont sont friands les Occidentaux aujourd'hui, et on en parle. La meilleure façon... Donc, vous avez le dernier mot. Nous sommes contre le communautarisme, nous sommes contre la Excusez-moi, Dia, vous n'avez plus la parole. Nous sommes contre la division. Non, elle est contre le communautarisme. Absolument. Un dernier message. Allez le dire au président de la République. Que les droits de l'homme soient une réalité effective à Mauritanie. Moi, je ne fais pas de rage aux magistrats, s'il vous plaît. Excusez-moi. Excusez-moi, vous avez fini. Je commence par vous. C'est le dernier mot. Je ne peux pas dire autant. Comment faire aujourd'hui pour que ça soit une réalité effective à Mauritanie, les droits de l'homme, pour que les droits de l'homme
soit une réalité effective en Mauritanie. Alors, dernier mot. Écoutez, le tout dernier mot, je ne vais pas être longue, c'est simplement que les organisations de la société soient mieux imprégnées du concept des droits de l'homme. Et aujourd'hui, ce n'est pas anodin. Cette image a été fabriquée, et moi j'en sais quelque chose, parce que ça fait 25 ans que je suis dans ce milieu-là, a été fabriquée sur la base de faux rapports et de paramètres composites qui n'existent que dans la tête de certaines organisations de la politique de l'Autriche. Excusez-moi, mais le plus important, c'est de regarder devant nous, de se dire que cette Mauritanie est extrêmement importante pour tous. C'est fini, madame, je n'ai plus le temps. Excusez-moi, chers téléspectateurs. C'est fini, excusez-moi, ça va continuer. Excusez-moi, chers téléspectateurs. Parmi les points essentiels du débat sur les droits de l'homme, on a parlé entre autres du passif humanitaire, de l'esclavage, des droits culturels, de liberté d'expression, d'opinion, d'association et de circulation, les dépendants de la justice. Donc l'éducation aux droits de l'homme est un processus qui vise à ce que chacun soit équipé pour vivre sa vie dans la sécurité et la dignité. Continuons ensemble, j'espère bien, à faire la nécessité pour que les générations futures aient une culture des droits de l'homme et à promouvoir la liberté, la sécurité et la paix dans notre pays. Donc, ça sera le dernier mot. Donc, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Je rappelle que M. Dia Alassane, maître des conférences universitaires de Nouakchott, est président du PNM. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci, Madame la Présidente Irabia Abdelwadoud, présidente de la Commission nationale des droits de l'homme. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je remercie l'équipe technique qui vous a permis, chers téléspectateurs, de suivre cette émission chez vous, très bien installé dans votre salon ou dans votre chambre. L'équipe technique, Tafa, Ndiaga, et un clin d'œil à M. Bertin Kendem, Cheyar, et un clin d'œil à M. Bertin Kendem qui a réalisé cette émission. Quant à moi, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Si vous êtes en quête d'une bonne télévision, restez sur Al-Wataniya qui nous unit. Merci et à très bientôt.